Le livre que j'ai écrit, disons, qui est qui est à l'origine de cette invitation, je pense, c'est plus spécifiquement ce livre-là. Ouais. Donc il s'appelle La haine de la religion. Donc je vais expliquer peut-être rapidement pourquoi. Et puis il est sous-titré Comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche. Donc ça fait référence à des débats franco-français, mais qui s'exportent malheureusement, ou dont on trouve des équivalents, peut-être ici, il me semble, dans toute une série de pays, même si je pense qu'il y a quelque chose de spécifiquement français. Mais voilà, des choses spécifiquement françaises peuvent se retrouver peut-être ici. Mais disons que ce n'est pas non plus forcément des problèmes qu'on retrouve dans toute la gauche de tout l'Occident, par exemple, ou de toute l'Europe, en tout cas pas au même degré. De par ma profession enseignant, je suis vraiment au cœur de la bête de ce qu'on appelle le peuple de gauche en France. C'est vraiment un des bastions de l'électorat de gauche. Ce peuple de gauche, je peux dire rapidement que j'en viens. Donc c'est un peu une lettre à la famille que j'écris. Moi, je peux dire j'aurais pu être Charlie, mais je ne le suis pas. Je ne le suis plus, je ne peux pas l'être, je ne peux plus l'être depuis assez longtemps. Voilà, cette gauche-là, donc que je connais bien pour en être, pour la côtoyer, pour avoir participé à des tas de luttes avec les uns et les autres. Elle me pose question. Depuis un moment, sur toute une série de questions, mais disons que c'est devenu de plus en plus criant depuis une dizaine d'années, ce qu'on a appelé les affaires de voile et de foulard. Je suis d'une génération qui a vu adolescents, jeunes enfants, donc qui s'est socialisé, qui a découvert la politique avec l'arrivée d'une certaine gauche au pouvoir. Donc je me souviens de ce jour-là. J'étais petit, mais je m'en souviens. Et puis très rapidement, l'émergence d'une extrême droite et d'une immigration au cœur du débat politique, comme objet de polarisation de tout le débat politique, immigration, insécurité, sans arrêt mis ensemble. Donc je suis cette génération-là, les déceptions de la gauche au pouvoir. Et puis, quand j'ai été en âge de voter, c'est quasiment la même date, la première affaire de foulard, la 89, la chute du mur, l'affaire Rushdie, et dans la foulée, la première affaire de foulard en France à Creil, qui, à cette époque-là, clive la gauche. Il y a déjà une partie de la gauche qui a des positions qu'on peut juger surprenantes, que moi je continue d'affirmer surprenantes et contradictoires avec des professions de foi qui sont celles normalement des grands principes de ce qu'on appelle la gauche, le progrès social, la liberté, l'égalité de traitement, la justice sociale. La guerre du voile, donc à ce moment-là, elle connaît un premier déclenchement. À cette époque-là, beaucoup de gens qui sont devenus ensuite des fous furieux de la chasse au voile sont encore sur des positions que j'appelle des positions classiquement de gauche, à savoir, on peut illustrer ça parce que Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, dit à l'époque il est exclu d'exclure. Voilà, la règle de base. Après, on voit ce qu'on fait, une fille a un foulard dans une école, mais le principe de base, c'est qu'il est exclu d'exclure. Donc quand on se souvient de cette formule-là, on voit le chemin qui a été parcouru par cette classe politique, dans le sens de ce qu'on peut appeler alors une droitisation, une lepénisation, vers une position de moins en moins tolérante. Là aussi, on pourra discuter du terme de tolérance, mais il a ses limites. Mais de fait, il reste bien une différence entre la tolérance, justement, qui est compatible avec le préjugé, y compris raciste, mais qui est justement un préjugé raciste tempéré par un espèce de principe d'auto-limitation. Ce foulard ne me plaît pas, il me renvoie à moi un imaginaire, des connotations, un jugement négatif, mais je prends sur moi, j'estime que j'ai à tolérer ça. Et puis on est passé en gros donc dans cette gauche-là, la gauche de Jospin et de beaucoup d'autres à l'époque, il exprime à l'époque un point de vue qui était quand même beaucoup plus répandu à l'époque, à une intolérance franche et décomplexée, et même vertueuse, vécue justement comme une intransigeance, comme la bonne intransigeance des anti-munichois, pour reprendre
une formule qui est lancée à l'époque en 89, c'est Munich, hein, renoncer, capituler face à ces deux petites collégiennes qui portent un foulard à l'école. Donc en gros, et ça, ce chemin-là, symbolique, idéologique, il a été fait. C'est maintenant acquis pour énormément de gens, y compris à gauche, que être brutal avec une femme voilée, c'est être un résistant. Voilà, c'est être un résistant face à l'obscurantisme, c'est être un libérateur de la femme, etc., etc. En gros, donc c'est ça le déclencheur. En 94, l'affaire est relancée, et en 2003, elle est relancée une troisième fois. On est après le 11 septembre, et la troisième est la bonne. L'offensive là prend une ampleur médiatique qu'elle n'a pas connu les deux autres fois, et le consensus politique surtout, et notamment du fait de la gauche, qui auparavant, en 89 et 94, fournissait quand même des bataillons de gens un peu humanistes, tolérants, voire mieux que ça, qui disaient ben non, il ne faut pas exclure une fille parce qu'elle a un foulard de l'école. Le rapport de force, en tout cas sur le terrain justement des syndicats, des partis, des institutions du peuple de gauche, et puis sur le terrain des médias, des grands médias en particulier, il a changé. Bon, j'ai écrit un livre spécifiquement là-dessus qui s'appelle Le voile médiatique, sur l'atroce année 2003-2004 qu'on a vécue en France, d'un matraquage extrêmement violent contre le voile et contre les femmes voilées, qui a abouti au vote de la loi de 2004 qui interdit le voile dans les écoles. Et depuis, ça n'a jamais quitté plus de quelques mois la une des journaux et des médias, c'est-à-dire que c'est régulièrement relancé. Alors, de temps en temps, ça va être autre chose que le voile, hein, le minaret ou les repas halal, mais le voile est quand même le principal symbole, point de fixation d'une espèce de campagne ininterrompue depuis lors. On a une nouvelle loi sur le voile dit intégral en 2010. Et puis, bon, ça continue de toute façon, je ne vais pas faire l'historique de ça, mais pour arriver juste au livre, moi, à partir de 2004, comme j'étais enseignant, j'étais aussi au cœur de la bête pour cette raison-là, je me suis beaucoup engagé, et ça a été l'occasion de nombreuses luttes, de nombreuses rencontres, de nombreux combats, avec donc des militants et des militantes surtout, des femmes, donc pas que des lycéennes, mais des femmes plus âgées qui portaient le foulard et qui se retrouvaient en but à des discriminations, évidemment, ce qu'on a appelé les applications sauvages, ou les extrapolations légitimes, illégales mais néanmoins légitimes au sens social du terme, de la loi de 2004. C'est-à-dire que le niveau de matraquage que j'évoquais tout à l'heure a, dans les esprits, justifié n'importe quelle pulsion un petit peu sadique d'agression d'une femme au motif qu'elle porte un foulard, en rendant possible l'absurde label de laïcité sur ce type de violence. Donc dans le monde de l'emploi privé, dans le secteur privé, il y a eu des affaires sur les crèches par exemple, sur agression sur la voie publique, injures, enfin à tous les niveaux, en dehors de son champ d'application, qui était déjà, de mon point de vue évidemment, une loi illégitime, mais bien au-delà de ce champ d'application prévu par la loi, il y a eu donc une sorte de généralisation de la chasse au voile sous deux motifs qui sont et qui ont fait consensus national. C'est ça qui a été dramatique. Et le consensus qu'on devait affronter, c'était un consensus donc très vertueux, puisque c'était au nom de la laïcité et principe d'émancipation et l'égalité homme-femme. Alors la laïcité, alors c'est très curieux de voir évidemment toute une partie de la droite qui a toujours été cléricale et absolument pas laïque, devenir laïque. Mais finalement une partie de la gauche aussi. Hein. Il y a bien une gauche en France qui s'est construite très très clairement et centralement autour de la laïcité. En gros, les radicaux socialistes, etc. Mais il y a quand même toute une partie de cette gauche qui est encore vivace dans les mouvements sociaux, etc. Justement communistes, trotskistes, libertaires, pour qui le combat laïque, c'était ces dernières décennies pas central du tout. Tout d'un coup, ça le redevient. Le mouvement féministe en 2004 rajoute laïcité dans ses slogans. Donc on voit tout d'un coup la laïcité devenir hégémonique, un mot d'ordre partagé comme ça par tout le champ social, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, de manière assez surprenante. C'est très grave, c'est-à-dire ce qui était un principe d'organisation des relations entre les gens, ça devient une valeur, une norme, un modèle identitaire, un modèle de comportement, c'est un trait de personnalité. Donc tout ça, je passe mon temps avec d'autres
avec bien d'autres, à le déconstruire, à le critiquer, à m'y opposer, à contre-argumenter sur le terrain de la laïcité pour montrer que tout ça n'a rien de laïque. Si on prend effectivement ce qu'il y a pu y avoir de très émancipateur et de très positif entre 1880 et 1905 en France, la législation laïque, ça n'a strictement rien à voir, c'est même ce que j'ai appelé une révolution conservatrice et un démantèlement, comme il y a un démantèlement de l'État social, un démantèlement de l'État laïque, cette loi de 2004 et celle qui suit en 2010. Moi et d'autres, et en particulier des femmes et des féministes, comme Christine Delphi, la plus célèbre, font le travail aussi sur le féminisme pour montrer que ça n'a évidemment rien de féministe, que jamais dans toute l'histoire, malgré la diversité, il y a quelque chose de commun dans l'ensemble des luttes féministes de tous les pays et de toutes les époques, c'est qu'elles n'ont jamais demandé de la répression de femmes. Ça peut être soit plus de droits pour les femmes, ou plus de répression pour des violences masculines. Mais ça n'a jamais été plus de répression pour des femmes. Alors dès le début, moi, me retrouvant dans mes différents milieux de militance, à devoir convaincre des camarades, comme on dit dans ce peuple de gauche, c'est-à-dire des gens qui ont été avec moi dans toutes sortes de luttes tout à fait honorables, antiracistes, pour des élèves sans papier. Alors, donc, là, je découvre effaré que des gens ont pu se battre sans compter leur temps pour éviter l'expulsion d'un élève sans papier et être prêts à dépenser de l'énergie dans leur établissement pour faire exclure une élève voilée. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je découvre de l'humanité et du soutien vis-à-vis de ces élèves quand ils se retrouvent en situation, par exemple dans mon établissement, menacés dans leur scolarité. Je parle de l'année, par exemple, l'année des débats, avant que la loi soit votée, où il y a déjà des offensives qui se font dans les lycées à ce moment-là. Mais en face, ceux qu'ils ont à affronter, les plus virulents, les plus fous, les plus barrés sur cette question du foulard, les plus intransigeants justement, persuadés d'avoir une saine et sainte intransigeance, ce sont aussi des gens qui sont très 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 à gauche et très 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 militants. Je suis sidéré aussi de voir concrètement des gens de lutte ouvrière placardés en salle des profs. Ça aussi c'est illustratif, hein, c'est pas que placardé en salle des profs, mais c'est sortir dans des discussions, des éditoriaux de Jacques Julliard, alors Jacques Julliard, il faut que je le dise aussi, c'est éditorialiste à la con du Nouvel Observateur, qui crache depuis 20 ans sur les mouvements sociaux que ces profs, que ces militants de lutte ouvrière ou du NPA essayent de poursuivre. Hein. C'est-à-dire des gens, en fait, qui devraient être des ennemis de classe, des ennemis de politique identifiés et qui le sont, mais qui tout d'un coup, sur cette question-là, deviennent dignes de confiance. Des types de raisonnement, des types de production discursive auxquels on devrait être aguerri quand on est justement, quand on a 5, 10, 15, 20 ans de militantisme derrière soi, par rapport à ce que les grands médias, une confiance aussi dans les reportages sensationnalistes des grands médias, qui est d'autant plus surprenante quand elle vient de gens qui sont très bien placés pour savoir que par leur traitement sur la réforme des retraites, par leur traitement sur toutes sortes d'autres questions, ces grands médias, ils ont 1000 fois fait la preuve qu'on ne devait pas leur faire confiance. Et tout d'un coup, là-dessus, djihad, hégémonie des grands frères barbus tyranniques dans les quartiers et autres thématiques de la télé, tout d'un coup, là, sur ce terrain-là, ça devient crédible. Et ça devient une ressource documentaire, hein, une ressource d'arguments. Donc ces éditorialistes à la con, ces reportages à la con, qui tout d'un coup deviennent dignes de crédit et d'intérêt. Tout ça me surprend, me fascine. Des choses basiques comme ça, et j'arrive à mon sujet. Au fil des années, j'avais laissé de côté quelque chose qui me titillait et qui commençait à m'énerver de plus en plus, c'est que j'entendais, je suis par ailleurs prof de philo et je connais le fameux texte de Marx sur l'opium du peuple, qui est très intéressant et donc que j'avais lu et relu et étudié, parfois fait étudier et discuter avec des élèves. Et donc, connaissant ce texte, je suis un peu et de plus en plus au fil du temps, exaspéré d'entendre cette formule revenir rituellement, presque comme une formule religieuse qu'on récite rituellement, par des gens qui lui font dire, donc, comme argument d'autorité d'abord, ce qui est assez étonnant quand on se veut progressiste, rationaliste et a fortiori libertaire, comme ça, des arguments d'autorité. Bon, Marx a dit, très bien. Et par ailleurs, j'y vois un contresens. Et très clairement, il ne dit pas ce qu'on lui fait dire, à savoir que la religion serait un poison qu'il faudrait prohiber, interdire ou mettre à distance.
Et puis donc j'entends de plus en plus, alors ça spécifiquement dans les milieux de gauche justement. C'est ça la petite particularité. L'argument pseudo-féministe et l'argument pseudo-laïque, il est transversal de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. En revanche, dans les milieux les plus à gauche, ceux qui sont dans les postures les plus intolérantes, méfiantes, défiantes, agressives, méprisantes, excluantes vis-à-vis de musulmanes surtout portant le foulard. Donc c'est l'argument spécifique du camp progressiste, c'est que c'est pas que la laïcité et la question de la domination homme-femme, c'est que globalement la religion, de toute façon, si on est de gauche, si on est progressiste, si on veut l'émancipation de l'humanité, c'est quand même fondamentalement un ennemi. Ça peut pas aller ensemble. Progressiste et religion, ça peut pas aller ensemble. Et donc c'est ce truc-là qui est évidemment spécifique à la gauche et à l'extrême gauche, qui depuis très longtemps me pose problème, me pose d'autant plus problème quand ça s'autorise d'une référence à Marx, qui d'après ce que je connais me paraît complètement à contresens. Et je vois donc un livre de Michel Onfray, Le traité d'athéologie, qui est hyper promu et qui fait un best-seller, qui réaffirme de manière extrêmement caricaturale cette idée, que, en gros, tout le mal de l'humanité, y compris le patriarcat, a été inventé par les trois monothéismes. Avant, ça n'existait pas. Avant, c'était super. La Grèce antique, c'était extrêmement égalitaire entre hommes et femmes, par exemple. Bon, des choses complètement absurdes, donc, mais disons le nouveau catéchisme anti-religieux. Et Onfray, c'est un bon exemple par rapport à la question, est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est les monothéismes? C'est les trois, mais c'est les trois monothéismes, c'est la religion, et plus particulièrement les trois monothéismes, et plus particulièrement l'islam. Voilà. Ça, chez Michel Onfray, mais globalement, quand même, c'est la même chose dans ce milieu de gauche. C'est que même si l'argumentaire, il est sur la religion, de facto, il est mobilisé quand c'est une femme qui vient avec son foulard pour candidater, pour être tête de liste, ou en tout cas bien placée dans la liste, au NPA. Donc c'est l'affaire Ilham Moussaïd, tempête, pas seulement dans un verre d'eau, scandale national, et de nouveau, je réentends partout, sur toutes les ondes de France, de la part de, je donne les noms, d'Éric Zemmour jusqu'à Nadine Morano, tout le monde cite Marx, tout le monde se met à citer Marx, à faire la leçon au NPA, et là je dis c'est bon, pour moi c'est le signal de départ, ça fait 15 ans que j'en ai gros sur la patate, et donc je reprends, je dis ok, on va relire Marx. Et donc le point de départ du livre, ça a été celui-là. Évidemment, quand on relit Marx, il dit tout autre chose. Il dit même le contraire. Si Marx a apporté quelque chose, et qui est notamment concentré dans ce passage où il parle d'opium du peuple, de la critique du droit de Hegel, c'est précisément un texte où il explique les raisons pour lesquelles, selon lui, le combat progressiste doit se décentrer de la question religieuse, ne doit pas se préoccuper du combat anti-religieux, mais doit se préoccuper de l'ici-bas. Non pas des idées, mais de la base matérielle, des conditions d'existence matérielle des gens. Une des formules, on ne va pas reprendre le texte, mais de la critique de la religion, on doit passer à la critique de la vallée de larmes, dont la religion n'est que l'auréole spirituelle. Voilà. On doit revenir sur Terre. Il y a toute une série de formules qu'on pourra reprendre. Mais ce n'est pas le seul but du livre. Donc ça, c'est une partie du livre, montrer que les gens racontent n'importe quoi, montrer qu'il y a chez Marx, même si, encore une fois, la parole de Marx n'est pas parole d'évangile, et peut être discutée, critiquée, mais qu'il y a chez Marx des éléments très intéressants, justement, sur les rapports possibles entre engagement religieux et engagement existentiel et engagement politique, social et politique. Voilà, j'aborde toute une série de questions. Donc la fameuse question, est-ce que la religion serait par nature, par essence, réactionnaire, sexiste, homophobe, du côté toujours de l'acceptation de l'ordre établi et du fatalisme, ou est-ce qu'elle peut être autre chose? La réponse, dès qu'on réfléchit un petit peu et qu'on étudie un petit peu l'histoire, ou qu'on regarde un petit peu autour de soi, elle est pourtant assez simple. Et puis, pour finir, le sous-titre, donc, j'en viens à conclure qu'on peut également se servir du texte de Marx d'une autre manière, en se demandant si pour cette gauche-là, et au sens que Marx donnait à cette formule, c'est pas une certaine forme d'irreligion ou d'anti-religion qui n'est pas devenue l'opium du peuple de gauche. Voilà. À savoir une espèce de consolation. Je vous redis les formules les plus célèbres de Marx. La religion serait l'opium du peuple, le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, etc. Est-ce que ces formes d'irreligion ostentatoires, identitaires, brandies comme un étendard, agressives, ne sont pas, pour toute une partie de la gauche,
le soupir du gauchiste déprimé, le projet d'une gauche sans projet, la pensée d'une gauche sans pensée, la radicalité d'une gauche qui a perdu toute radicalité, le seul domaine dans lequel elle peut, à peu de frais, et sans avoir à être très héroïque, se vivre comme héroïquement radical. Et là, pour conclure, je me rends compte que, en disant ça, je paraphrase aussi Sartre quand il parle de l'antisémitisme, ce qui fait le lien avec le racisme. Une des explications, un des mobiles psychologiques que donne Sartre sur l'antisémitisme, et dont il dit lui-même que ça se généralise à tous les racismes, c'est pouvoir se penser comme un héros sans avoir à être un héros. Pouvoir se penser comme celui qui affronte le maître tout-puissant du monde, en ayant choisi comme maître, dans le rôle du maître tout-puissant du monde, en général, une minorité ethnique en position de faiblesse. Donc, il y a évidemment la question de l'islamophobie, cette irréligion et cet athéisme. Encore une fois, alors beaucoup de gens me disent, mais enfin, on a bien le droit d'être athée, n'essentialisez pas tous les athées, alors, on y viendra peut-être. C'est absolument pas un livre contre l'athéisme, j'ai rien contre les athées. C'est absolument pas un livre non plus qui essentialise l'athéisme. Que l'athéisme puisse être, y compris ici et maintenant, autre chose qu'un opium pour le peuple de gauche, j'en suis convaincu. Mais il se trouve qu'un certain athéisme, encore une fois porté en bandoulière et vécu agressivement comme une posture anti-religieuse, est devenu, me semble-t-il, l'opium du peuple de gauche et un moyen de se sentir héroïque sans avoir à l'être, c'est-à-dire un moyen de sublimer peut-être certaines formes de racisme. Merci Pierre. Donc je vais jouer mon rôle de discutant, c'est-à-dire réagir aux propos de Pierre. Et la raison pour laquelle je choisis de ne pas faire ici un exposé, c'est qu'il m'est épistémologiquement impossible de parler de cette question avec les mots du blanc triarcat. Je m'explique. Un concept tel que religion, qui fait partie du langage courant, sur lequel on ne se penche jamais, suscite pourtant, après 2 siècles de discussions dans les sciences sociales, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, n'a même pas encore réussi à faire l'objet d'une définition consensuelle. Le concept de religion ne se traduit pas tout simplement dans toute une série de cultures. Si vous posez la question à un hindou, quelle est votre religion, il va entendre quel est votre mode de vie. Maxime Rodinson, qui est un grand marxiste, disait que la division abrupte de la philosophie posée par la modernité occidentale, c'est cette division abrupte entre la philosophie, l'idéologie et la religion, par exemple, ne permet pas de comprendre la construction de la bureaucratie chinoise où le confucianisme a joué un rôle premier. Donc, déjà là, de ce point de vue, on est dans une sorte de racisme épistémologique qui va donner aux uns, les laïcs ou les athées par exemple, le privilège de la raison, et de l'autre côté, des croyants qui croient, et donc avec un statut épistémologique inférieur. Alors, si on regarde les 2 définitions de la religion qui émergent dans la sociologie de la religion, alors je viens de terminer un bouquin qui est un que sais-je, c'est souvent pas terrible les que sais-je, mais vous avez un bon tour de la littérature, de 2 siècles de littérature. Et là, quand on commence à voir un peu la complexité et la diversité du phénomène religieux, on en vient un peu plus de modestie quand on parle de religion. Alors les 2 définitions qui émergent des sciences sociales, la première qui est ma préférée, on parle de définition fonctionnelle, c'est-à-dire on abandonne même la prétention à définir la religion dans sa substance. Un philosophe américain avait cette belle formule, il disait « Il est aussi difficile de définir les religions sans parler d'une religion en spécifique que d'essayer de définir les langues sans parler de langue spécifique. » Alors, il y a une définition qu'on appelle définition fonctionnelle qui ressort de la littérature et qui est celle de Clifford Geertz, un anthropologue américain, et qui dit qu'en gros, une religion, c'est un système de symboles qui suscite chez les hommes et chez les femmes des motivations et des dispositions puissantes, de telle manière à ce qu'ils pensent être mus par leur raison et par l'ordre du monde.
D'autres définitions qui, elles, se disent substantives et partent de ce biais de la modernité blanche qui consiste à opposer la positivité du monde, donc le monde tel qu'il serait, tel qu'il se donne, au système idéologique qui se baserait sur le surnaturel. Mais déjà, Marx parlait de phénomènes surnaturels dans notre marchand, sa conception du fétichisme, de l'argent comme fétiche, du fétichisme de la marchandise. Bourdieu a bien montré combien l'État était une, et je le cite, Bourdieu dit l'État est un concept théologique dans le sens où l'État existe parce qu'on y croit. Donc, autant, si vous voulez, donc cette distinction, ce distinguo abrupt entre une gauche qui, du haut de la raison, penserait son devenir en dialogue avec des pauvres gens qui, eux, croient, non, ils n'ont pas ce privilège épistémologique d'eux, est un premier racisme épistémologique qui est au cœur de la modernité blanche et qui permet au blanc triarcat de reléguer d'autres épistémologies au rang soit de folklore ou soit même d'obscurantisme. Deuxième chose, c'est que dans le biais de la pensée blanche, quand on étudie le racisme, la littérature blanche commence son étude en général à partir du XVIIIe siècle avec l'apparition du racisme biologique, en oubliant ce qui se passe aux alentours déjà du Xe, XIe siècle, lorsque l'Église chrétienne commence à une prétention à l'impérialisme, à l'universalisme, et commence à développer des classifications de la nature humaine. La notion de race est inconnue dans l'Antiquité grecque, par exemple, jusqu'au Xe, XIe siècle où ça commence, mais en gros, c'est à partir du nettoyage ethnique des Juifs et des musulmans en Europe, et plus ou moins dans le même temps du génocide des Amérindiens et de la déportation esclavagiste des Africains. Ce sont les deux triades, une en Europe, une en ce qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui, qui vont participer de la définition de la race. Donc le lien entre race et religion est dès le départ dans le racisme. Ce qui est oublié par des auteurs comme Balibar et des choses comme ça, parce que il part de la définition laïcisée ou de l'histoire laïcisée de la race et du racisme, en oubliant qu'avant il y avait quand même aussi un pouvoir religieux, une église chrétienne, voire des courants chez les juifs et chez les musulmans qui vont aussi produire un discours sur l'altérité et discuter. Par exemple, si vous lisez Maïmonide, le livre des égarés, vous avez déjà un discours sur l'appartenance ou pas à l'humanité. Alors, qui appartient à l'humanité, évidemment, pour les monothéismes, ce sont ceux qui ont une religion, et ceux qui n'ont pas de religion, par exemple les Amérindiens, qui pour les Européens à l'époque n'avaient pas de religion, ce ne sont pas des humains. Donc la question, j'insiste là-dessus, la question dès le départ, dès la conceptualisation de la race, et quand je dis race, je n'utilise pas race au sens de la science blanche, au sens que ce terme a pu avoir jusque, disons, la fin ou le tiers du XXe siècle, mais j'utilise ici le terme race en tant que classification discursive des corps, articulée à un système, à une économie politique, donc à une manière de gérer le pouvoir. Alors, sur l'islamophobie, j'aimerais ici développer une manière de voir que j'emprunte à Walter Mignolo, qui est un sémiologiste argentin, qui fait l'historique ou l'histoire de l'islamophobie qu'il met en parallèle avec l'hispanophobie qui émerge aujourd'hui en Amérique du Nord. Et on peut voir dans la question de l'islamophobie, elle est au service finalement de deux formes de domination. La première, qui est la plus visible de l'extérieur de l'Europe, mais dont nous avons pu parler, peut parler jusqu'à présent, c'est la dimension impérialiste. Donc il y a une dimension dans l'islamophobie qui est impérialiste, qui permet de disqualifier des expressions politiques et des formes de modernité politique qui sont celles de civilisation, de sociétés différentes. Et puis, il y a l'islamophobie comme l'hispanophobie, et comme l'antisémitisme en son temps d'ailleurs, qui sont des dynamiques d'infériorisation de groupes sociaux. Lorsque je me suis intéressé à ces questions,
Donc dans mon cheminement de chercheur, j'ai beaucoup lu des gens comme Bourdieu, Deleuze, Foucault, et je me suis rendu compte que il m'était impossible de penser ma condition d'indigène. Quand Deleuze, je lis dans Qu'est-ce que la philosophie, que je vois que Deleuze écrit que la philosophie arabe, hindoue, juive est pré-philosophique, et donc qu'il va dans ce sens de racisme épistémologique, ça ne me permet pas de penser ma condition. Lorsque Bourdieu dit qu'il faut réunir des intellectuels et former un intellectuel collectif et que ça suffirait à éclaircir le monde, moi je viens de me faire virer d'un lieu où il y a des intellectuels, et donc je peux témoigner de la violence qu'il y a entre les intellectuels et du racisme épistémologique qu'il y a entre les intellectuels. Les auteurs que je viens de citer, combien les connaissent? Et pourtant, par exemple, Quirjuano a révolutionné l'analyse du racisme. Il fait la critique, par exemple, de Foucault, et il montre combien l'analyse du racisme faite par les penseurs blancs part d'une vision interne à l'Europe et oublie totalement de considérer ce qui se passe lorsque l'Europe colonise et génocide l'Amérique, par exemple, où pour la première fois on commence à parler de race. Donc la question que Quirjuano et Wallerstein posent dans un très bon article qui s'appelle du concept d'américanité, ils posent la question, ils disent, bon écoutez, la race apparaît comme concept aux alentours, au début de la première modernité occidentale, aux alentours du XVe siècle, en gros, 15e, 16e, même si d'autres auteurs montrent qu'elle commence à travailler la chrétienté lorsque l'Église a des prétentions à l'universalisme. Et ils disent, bon, la race apparaît au 15e, 16e siècle, et en tant que discours scientifique, en tant que doctrine, elle apparaît 2-3 siècles après. Pourquoi ? Et donc il pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on passe de la race au racisme. Et leur thèse est de dire que l'on passe de la race au racisme lorsque le changement politique commence à, entre guillemets, démocratiser le débat politique. C'est l'apparition, tout d'abord la révolution américaine, donc la première constitution du peuple américain, je parle ici d'Amérique du Nord, avec tout ce qu'elle emprunte aux Lumières qui pour les indigènes sont un des hauts lieux de la construction du racisme. Je veux dire, de Voltaire à Hugo, c'est plein de racisme là-dessus, d'antisémitisme, d'islamophobie, de négrophobie d'ailleurs surtout. La gauche a une tradition de racisme, la gauche a une tradition de colonialisme. Lorsque vous prenez les grands théoriciens de la gauche, ils n'étaient pas vraiment favorables au mouvement de décolonisation. Et donc le parallèle que je fais avec l'explication que donnent Quirjuano et Wallerstein sur l'apparition de l'islamophobie actuelle, je pense qu'elle participe justement d'un discours impérialiste, et en même temps, elle vient protéger un ordre culturel qui est simplement menacé par ce que le blanc appelle l'intégration, et moi je dirais plutôt la socialisation d'une race qui est la nôtre. Et je parle de race là au sens de classification discursive, donc là, je ne suis absolument pas dans le trip blanc. Je pense que dans notre société, les musulmans constituent une race, c'est-à-dire que c'est un groupe auquel on prête des propriétés, une altérité, et que ça vient protéger l'ordre patriarcal qui se sent un peu bousculé dans la production de ces normes sociales. Donc en gros, si vous voulez, vous êtes à l'université, vous demandez un plat halal, ça ne va pas, vous demandez un plat végétarien, ça va. Bon. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions que moi, de mon point de vue d'indigène, j'avais envie d'apporter au débat, en partant des prénotions, notamment de la religion, de la race, des dynamiques sociales. Voilà, donc je termine par un dernier élément, c'est que la croyance dans le surnaturel, mais pas surnaturel en un mot, mais dans la naturalisation des rapports sociaux, font une croyance qui peuvent être
aussi si pas archaïque, si pas stupide que pas mal de conceptions que l'on pourrait moquer chez les religions. Une très très simple, que l'on retrouve souvent dans notre pensée, là, par exemple le distinguo entre blanc et noir. La majorité des gens pensent que lorsqu'on parle de blanc, on parle de gens qui ont la couleur blanche, et lorsqu'on parle de noir, et on oublie totalement que c'est une allégorie. Et lorsqu'il faut expliquer à des étudiants qui ne sont pas blancs et que je fais l'expérience de dire prenez une feuille de papier, mettez votre main, est-ce que vous voyez votre main, donc c'est qu'elle n'est pas blanche. Il faut se méfier un peu de cette naturalisation, de cette surnaturalisation de quelqu'un de très, mais qui n'a absolument rien envié aux explications surnaturelles en un mot. Voilà. Ok, on va prendre les questions de la salle alors. Vous avez dit que l'histoire du foulard est venue 3 fois et la 3e était la bonne parce qu'elle était de 2003, Oui. après 11 septembre. Est-ce que, donc, en d'autres termes, est-ce que le 11 septembre n'a pas aidé cette fixation de l'histoire du foulard, d'une part, et aussi de la naissance de l'islamophobie et de son aggravement catastrophique, je vais dire? Oui, quelqu'un d'autre a une question? Moi, je voulais poser une question par rapport au NPA. Comment se fait-il que des partis comme le NPA, qui sont censés lutter contre les discours dominants, ont adopté un discours dominant, justement, sur la question du vote? Oui, madame? Oui, je voulais savoir en fait quelle différence vous faisiez ou quelle était la différence de définition entre la laïcité telle qu'elle a été définie par la loi au début et aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui fait que ce terme a été repris plus récemment et qu'est-ce qu'il y a derrière aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant? Alors ce sera forcément frustrant parce que chacune des questions pourrait appeler beaucoup de développement. Bon, par ailleurs, moi sur 2001, quand j'ai dit tout à l'heure le 11 septembre était passé par là, bien évidemment que ça a joué. Moi, je me souviens très bien que c'est quand j'ai appris qu'il y avait eu ces avions sur les tours, on était en pleine rentrée scolaire, je me suis dit, ça y est, on va revoir des histoires de foulards. Donc ça, évidemment que ça a facilité le travail, mais un événement en lui-même ne suffit pas. Ce qui surtout a fait sens et a produit du consensus belliciste, impérialiste, raciste pour la politique intérieure. Alors, l'événement en lui-même est une aubaine et est utilisé, mais c'est toutes les productions discursives ensuite. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, c'est aussi qu'entre 89 et 2001, par ailleurs, si on avait connu d'autres évolutions sur tous les plans politiques, quand je parlais justement de projet d'une gauche sans projet, etc., c'est l'ensemble des démissions de la gauche de gouvernement, c'est l'ensemble de des évolutions sociales, politiques, etc., qui font que pour énormément d'acteurs sociaux, taper sur les musulmans devient intéressant. Sur le NPA, alors pareil, on ne va pas essentialiser le NPA, ce que j'ai dit justement sur ses positions, alors qu'il ne s'appelait pas encore NPA en 2004, mais LCR, déjà à l'époque, c'était pareil. C'était que la position officielle d'un parti, elle est éminemment critiquable, et donc c'était ni voile ni loi. Il y avait au sein de ce parti-là des gens qui étaient carrément pour la loi, même s'ils étaient minoritaires dans leur parti. D'autres qui étaient à fond dans les mobilisations auprès des musulmans et des musulmanes et des filles voilées. Donc c'est pas tout le NPA qui a repris le discours dominant. Par contre, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une perméabilité dans ces univers-là, NPA, comme dans tous les autres univers de gauche. Pareil, comment est-ce que des libertaires peuvent tout d'un coup avoir, non pas comme réflexe premier de dire c'est pas à l'État de régler comment on s'habille, mais fasse passer avant leur fameux ni Dieu ni maître. Voilà pourquoi Dieu devient un ennemi plus important qu'un maître de chair et d'os ici-bas qui est en train de voter une loi qui va dire aux gens comment ils doivent s'habiller. La question, elle se pose effectivement, et la réponse, c'est une très grande perplexité. Il n'y a pas de réponse, valable. C'est que des mauvaises réponses. Et la mauvaise réponse, c'est justement qu'est-ce qui peut paralyser l'intelligence voilà, effectivement, le préjugé, en particulier le préjugé raciste, les phobies, et en particulier les phobies racistes. Là aussi, bon, je vais pas développer, mais j'ai des tas d'exemples qui pourraient me venir en tête. Moi, c'est ce que j'ai vu pendant toutes ces années, des gens
des gens pleins de qualités manifestaient des vices affreux, des gens tout à fait adultes se comportaient comme des gamins, des gens tout à fait intelligents devenir stupides sur cette question, des gens tout à fait bienveillants, doux et aimables et devenir teigneux et méchants. Donc, effectivement, qu'est-ce qui a le pouvoir de, comme ça, mettre quelqu'un en contradiction avec lui-même, avec ce qu'il peut être par ailleurs, avec ses propres principes, avec ses propres capacités, en porte-à-faux? C'est effectivement, alors, on en reste à un niveau très faible d'analyse si on dit juste, c'est l'irrationnel, mais oui, mais qu'est-ce qui produit cette irrationalité-là? Quelle est la rationalité qui produit ce type d'irrationnel? C'est, me semble-t-il, le racisme. Sur la laïcité, alors ça, je peux essayer de le synthétiser très rapidement. Qu'est-ce qui a changé? Tout. En France, par exemple, entre 1880, les lois sur la laïcité de l'école, les années 1880, il y en a plusieurs, et la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Elles disent rigoureusement ça, les lois sur la laïcité de l'école. Neutralité nécessaire des programmes, des locaux et des enseignants, mais pas du public, pas des usagers. Parce que le but est de permettre, le but de ces trois autres neutralités, c'est que puisse s'épanouir, se former une conscience libre. C'est pour cette raison que dans son infinie sagesse, le législateur n'a pas limité le droit à l'expression chez l'élève, c'est que c'est dans le langage, là je sais plus, c'est Hegel qui dit ça, c'est dans le langage, mais plein de philosophes l'ont dit, c'est dans le langage qu'on pense. Hein. Donc apprendre à penser, ça passe par l'expression. Kant aussi a dit, ça n'a aucun sens la liberté de penser si on n'a pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle permet la circulation des pensées, la confrontation des pensées, et donc effectivement le libre exercice de sa raison. Donc raison pour laquelle on a effectivement, là, on voit une laïcité indexée sur une finalité qui est clairement le maximum de liberté et de manière égale, hein, le double souci de liberté et d'égalité. C'est en ce sens-là, je dis qu'elle correspond à ce qu'on peut appeler, dans le meilleur sens du terme, un idéal progressiste. La loi de 1905, donc j'ai tendance à dire, elle sépare l'autorité politique de l'autorité religieuse, et non pas la politique de la religion, et a fortiori pas la société de la religion, et a fortiori pas le cheveu du tissu. Voilà. Pour vous dire le niveau de dégradation du débat et de la pensée dans les définitions de la laïcité, c'est devenu aujourd'hui séparation du cheveu et du tissu, ou de la religion et de l'espace public, ce qui est totalement délirant et totalement, alors en contradiction, pour dire, vous me demandez de faire un contraste entre l'avant et l'après, la loi de 1905, son premier article, c'est que l'État garantit la liberté de culte pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre de manière publique et de pouvoir exprimer ses convictions religieuses. Et il y a d'autres articles qui, 35, je ne sais plus si c'est le 35, mais il y a un autre article de la loi de 1905 qui punit de lourdes amendes celui qui, par exemple, par un chantage économique, un employeur qui ferait pression, qui menacerait de licencier, par exemple, ferait pression sur autrui pour le forcer, pour le contraindre à pratiquer un culte qu'il n'a pas envie de pratiquer, ou pour l'empêcher de pratiquer un culte qu'il aurait envie de pratiquer. Donc on voit très bien que l'esprit de la loi, aussi bien dans son préambule, enfin son article 1, que dans divers articles, ce n'est jamais d'empêcher l'expression publique et la pratique religieuse. Ce n'est jamais cette phrase qu'on entend aujourd'hui et qui est en totale contradiction avec ces textes de loi, que ce soit 1905 ou sur l'école, que ça serait réservé la religion à la sphère privée. Concrètement, pour revenir, Ilhem Moussaïd a parfaitement le droit de voter, d'abord, comme n'importe quel croyant, ostensible ou pas, de n'importe quelle religion, comme n'importe quel clerc, y compris représentant d'une autorité religieuse, d'une église, n'importe quel curé, n'importe quel évêque, n'importe quel rabbin, n'importe quel imam, n'importe quel ce que vous voulez, a son bulletin de vote. Mais séparation veut simplement dire qu'il a un bulletin de vote qui vaut ni plus ni moins qu'un autre bulletin de vote, et qu'il n'a pas de privilège pour ce qui est de décider de la loi commune, et que par conséquent, donc on n'est pas dans une théocratie, mais qu'on sépare l'autorité politique de l'autorité religieuse. Cet héritage-là, je lui vois des vertus, et que les révolutions récentes, je n'y vois que des menaces pour la démocratie. Donc cet héritage-là, old school, de la laïcité old school, effectivement, elle construit des espaces qui ont d'une certaine manière une neutralité, que ce soit l'école ou l'ensemble des services publics, ou de la même manière, ce sont les agents de l'État, agents du service public, qui sont astreints à une certaine neutralité. Ça n'impliquerait même pas nécessairement une neutralité vestimentaire. On pourrait très bien exiger la neutralité simplement dans le service rendu. Hein. Et donc on a des pays qui sont pas moins laïcs que la France, comme la Grande-Bretagne,
qui garantissent la neutralité du service public avec des agents qui peuvent avoir des foulards de diverses religions. En tout cas, donc, neutralité pour les agents du service public, mais évidemment pas exigence de neutralité pour les usagers du service public. Parce que, et c'est ce qui a été fait pourtant en 2004 sur l'école, c'est-à-dire que les usagers du service public d'éducation étaient tenus, d'une manière, quand on commence à y réfléchir un petit peu, absolument délirante, délirante parce que tout simplement ça casse le principe même d'un service public ouvert à tous les publics. Un service public qui donne un droit à l'éducation, mais un droit sous réserve de respecter des critères, un dress code, c'est plus un service public adressé à tous les publics. Par contre, qu'on puisse exiger de l'agent du service public une certaine neutralité dans l'exercice de ses fonctions, c'était ça que fixait la loi. Donc je disais que si ces lois, que ce soit les lois Ferry, Goblet, 1880, 82, 86 sur l'école, ou la loi de 1905, construisent quelque chose comme des espaces scolaires, ou plus largement espaces publics neutres, c'est en un sens bien précis, qui est celui, je prends souvent cette image, d'un match de foot en terrain neutre. Hein, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel, et j'ai aussi cette formule, ce qui doit être neutre dans cet espace public neutre, c'est l'espace et pas le public. Et l'espace doit être neutre ce n'est qu'un moyen pour que le public puisse justement ne pas être neutre, c'est-à-dire s'exprimer, quelle que soit, majoritaire ou minoritaire, quelles que soient les options religieuses ou politiques. Or, évidemment, ce en quoi on transforme aujourd'hui la laïcité, c'est une injonction à la neutralité visant les usagers du service public, les élèves et plus seulement les profs, les usagers de tel ou tel service public et pas seulement les agents, les membres de la société civile et pas seulement les représentants de l'État, ceux qui font la vie politique et pas seulement ceux qui vont monopoliser le pouvoir politique, et donc une neutralité du public et pas de l'espace. C'est-à-dire un espace public dans lequel on doit être neutre, c'est ni plus ni moins que la définition d'un espace totalitaire. Gardez vos opinions pour chez vous ou pour votre fort intérieur, ça veut dire c'est la suspension même de ce principe sacré qu'on a tous célébré le 11 janvier, je rigole quand je dis tous, la liberté d'expression. C'est-à-dire on est rigoureusement on est passé d'une laïcité qui visait et qui construisait une machine politique effectivement qui efficacement pouvait promouvoir un maximum de liberté d'expression garantie de manière la plus égalitaire possible pour un maximum de gens, à réellement une redéfinition de la laïcité qui en fait un principe de censure, d'interdiction du droit à l'expression. Je reprends ma métaphore, c'est plus le terrain neutre sur lequel va se disputer un match de foot, terrain neutre pour que chaque équipe soit autant à l'aise pour déployer son jeu, on demande aux équipes de rester neutres, donc de ne pas taper dans le ballon, parce que ce serait déjà sortir de la neutralité. Et puis évidemment, si on veut filer la métaphore, ça c'est la règle officielle, mais il se trouve que l'arbitre n'impose cette règle qu'à une seule des deux équipes. Je vous laisse deviner laquelle. Sohail, tu veux réagir très rapidement. Alors sur la question de la laïcité, ça c'est aussi quelque chose, un mythe qu'il faut briser, je veux dire, la mobilisation de la laïcité contre l'expression du religieux, c'est quelque chose de très très contemporain, je veux dire, et encore aujourd'hui, le premier groupe politique au Parlement européen, c'est la démocratie chrétienne. Il y a eu des parlementaires qui portaient la soutane en France, je pense que l'abbé Pierre a été parlementaire. Donc il y a aussi dans la mobilisation de la laïcité aujourd'hui, un agent de répression, parce que je vais être un peu plus fort que Pierre là-dessus. Il y a une fonction de répression de l'indigène, en tout cas les indigènes musulmans pratiquement ou pratiquants d'ailleurs, mais pour l'essentiel pratiquement. Et j'en reviens encore une fois à cette question de neutralité. Bon, neutralité, tu l'as bien dit Pierre, ça n'existe pas vraiment. Une pierre est neutre, un être humain, je vois très mal ce que peut être un être humain neutre. Je veux dire, on n'est pas neutre, ne fût-ce que par l'endroit où on est, la culture qu'on a, l'éducation qu'on reçoit, les concepts qu'on utilise, les mots qu'on utilise. Je veux dire, on parle avec des mots qui ont une charge idéologique, psychologique, idéologique. Donc, cette question de la laïcité, et on va encore revenir sur cette question de racisme épistémologique, parce que alors, disons que, et si la laïcité, finalement, on pourrait se dire, ouais, très bien, Sohail, on ne peut pas être neutre, mais on peut quand même accepter que l'État
soit protégé d'intérêts catégoriels d'une église, par exemple. Très bien, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, l'État doit être protégé des lobbies, mais pourquoi plus protéger l'État de l'influence du CRIF, de son équivalent musulman, que des lobbies bancaires, par exemple? Je veux dire, nous avons un système éducatif qui, grosso modo, produit, légitime un ordre qui est au service du capitalisme, pour le dire de manière très très caricaturale, mais en tout cas de la modernité, du capitalisme, de la colonialité du pouvoir. C'est-à-dire que, en gros, tout étudiant qui sort de notre système éducatif, que ce soit en France ou en Belgique, a cette image que le progrès, il est situé ou en Europe ou aux États-Unis, que la religion, c'est au mieux du folklore qu'il faut accepter au nom de la tolérance parce qu'on est très joli et très esthétique, mais que tout ce qui a prétention à régir l'esthétique, l'économie, la morale, évidemment ne peut pas être religieux. Or, en tant qu'économiste, par exemple, les conceptions religieuses de l'économie sont infiniment plus esthétiques, plus belles et plus morales que notre ordre, que notre vision de l'économie dit athée, qui prétend n'avoir aucune créance, et ainsi de suite. Donc voilà, même sur cette question de la laïcité, je crois que le débat est piégé dès le départ. Je pense que l'on piège ce débat si on le tient avec la pensée dominante et ses concepts.